Manger beaucoup, manger trop, sans jamais être rassasié. La grande bouffe, extrait de ce film franco-italien réalisé par Marco Ferreri en 73. C'était avec Marcello Mastroianni, Michel Piccoli et la voix de Philippe Noiret qu'on entendait. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, sommes-nous dans une crise durable? Que révèle-t-elle de la nature du capitalisme actuel? On va en parler avec notre invité, le philosophe allemand Hansen Japp, professeur à l'EHESS. Après un ouvrage sur les aventures de la marchandise pour une nouvelle critique de la valeur paru il y a plus de 14 ans chez De Noël, un autre, Crédit à mort, la décomposition du capitalisme et ses critiques, aux éditions Ligne en 2011. Il poursuit et publie avec Serge Latouche pour en finir avec l'économie, décroissance et critique de la valeur chez Libre et Solidaire. Aujourd'hui, il revient avec la société autophage, la découverte, ou pourquoi nous assistons tous passivement à la dérive suicidaire de nos sociétés, de cette société capitaliste, structure économique, diversité culturelle, liens sociaux, on détruit tout, on ne crée rien, une critique radicale qui s'articule notamment autour des concepts de fétichisme et de narcissisme. Alors peut-on détruire le capitalisme sans nous détruire nous-mêmes? On en parle avec vous, Hansen Japp, bonjour. Bonjour. La crise de 2008, Ouais. vous vouliez... Il faut quand même préciser que je ne suis pas professeur à l'EHESS. Vous y enseignez pas? J'ai donné des cours, mais je suis professeur à l'école d'art de Sassari en Italie. Donc, il faut quand même pas susciter la protestation de cette institution. Très bien, merci de rectifier. La crise de 2008, Hansen Japp, est-elle une des plus grandes sorties de route pour vous que le capitalisme ait connu? Est-ce que c'est un dysfonctionnement majeur du système, cette crise dans laquelle nous sommes encore? Mais finalement, la crise de 2008 n'a été une véritable surprise que pour ceux qui croyaient dans l'éternité du capitalisme et à gauche comme à droite, et dans l'idée que le capitalisme, à part quelques petits accidents de parcours, va amener de la richesse et du bonheur pour tous. Au contraire, pour le courant dans lequel je m'inscris, la critique de la valeur, qui existe depuis les années 80, autour de quelques revues et de quelques auteurs comme Robert Kurz et Moïse Postone, on a toujours pensé que le capitalisme devait buter aussi contre ce limite interne, que cela était déjà inscrit dans sa nature, disons génétique à partir du début, et que cela a connu une accélération à partir du début des années 70. Et donc, de notre point de vue, la crise de 2008 était simplement une secousse il y a d'autres beaucoup plus fortes qui vont arriver. Donc, de certaine manière, si cela était une confirmation de la théorie de la crise, et c'était quand même encore bien long d'être la confirmation majeure. Mais il faut aussi dire que cette crise du capitalisme, ce n'est pas un effondrement qui va arriver d'un jour à l'autre. Donc, ce n'est pas une grande soirée. C'est une espèce de déclin graduel qui dure au moins depuis les années 70. La crise, en fait, de 2008 est un révélateur de ce qu'est véritablement le capitalisme, plus qu'un dysfonctionnement. Pour vous, le capitalisme est intrinsèquement, fondamentalement destructeur. La crise est quoi? Le noyau de cela? Oui, le capitalisme est destructeur parce qu'il n'est pas seulement un système d'exploitation et de domination qui profite aux uns au détriment des autres. Cela, évidemment, est vrai, ce n'est qu'une partie du problème. Le fait que le capitalisme est aussi un système autodestructeur et essentiellement parce que le capitalisme ne poursuit pas une richesse réelle, concrète, qui participe au désir, aux besoins humains. La richesse dans le capitalisme est donnée par l'argent, mais l'argent est donné par la valeur des marchandises, et la valeur des marchandises sont le produit du travail humain réduit à ce que Marx appelle le côté abstrait du travail. Donc, ça veut dire une simple dépense d'énergie sans égard pour ses contenus. Donc, le capitalisme, dans son cœur même, est une production de rien, est une production d'une pure quantité, parce que la seule différence entre deux sommes d'argent, une somme est plus grande et l'autre est plus petite. Si une somme représente une jouet et l'autre représente une bombe, ça n'a pratiquement aucune importance. Donc, le capitalisme, au-delà d'être une exploitation, est aussi historiquement une espèce d'indifférence totale pour ce qu'on produit, pour les conséquences notamment écologiques de la production et pour les conditions des producteurs. Voilà, tandis qu'Antoine prend quelques notes, prêt déjà à vous faire rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. On va essayer de définir quelques grands concepts, quelques grands mots pour ceux qui nous écoutent et comprendre d'où comment s'étire cette pensée que vous venez d'évoquer, la critique de la valeur, cette école de la pensée que vous avez cofondée, Débusque Plan
plein de faux semblants à vos yeux et revient sur un certain nombre d'idées reçues. La première, et vous venez de l'évoquer, c'est que le capitalisme n'est pas juste une affaire de domination économique, ça en est une, mais pas seulement. Il est bien plus, il est aussi un système, une logique qui s'étend sur tous les domaines de la vie. Antoine Mercier. Alors justement, sur tous les domaines de la vie, il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qui est atteint, selon vous, chez les individus. Vous parliez d'abstraction, vous parliez de que le monde n'est plus présent ou que la vie perd de sa vitalité, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que nous fait, nous, tous autant que nous sommes, de ce que nous fait le capitalisme? Oui, donc le capitalisme n'est pas seulement un système économique et il n'est pas identique simplement à la domination d'une couche sociale appelée capitaliste sur les autres. Le capitalisme est aussi une espèce de société totale, est aussi une façon de vivre et de percevoir la réalité qui a commencé déjà à peu près au XVIe, XVIIe siècle. Voilà aussi pourquoi je parle de Descartes dans mon livre. Mais c'est une logique basée, comme je disais avant, une logique sur le fait de considérer toute production des hommes seulement du point de vue de la pure quantité de travail, sans égard pour le contenu. Et oui, donc, mais quand la personne consomme ou achète, bon, là, il n'y a pas que la quantité de travail, il y a quand même un bénéfice direct de l'acte de consommer, de cette consommation. Oui, mais très souvent, d'abord, on consomme des choses seulement pour le prestige qui peut être attaché, ou pour avoir des émotions qu'on ne trouve plus dans la vie courante. Donc on se plaigne d'ailleurs assez souvent que la consommation ne donne aucune satisfaction réelle ou de toute manière seulement à très brève vue. Donc que la société de la consommation est une société basée sur une espèce de vide humain existentiel. C'est là, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ce que je pense, ce qui est particulier dans mon approche, de tenter de relier donc ce constat sur le malaise dans la société contemporaine, donc sous les formes, disons aussi de burn-out, par exemple, sous les formes de comportements destructeurs extrêmes comme les massacres des gens, par exemple, à Las Vegas, etc. Je tente de relier en quoi ce phénomène que nous pouvons appeler sociologique ou psychologique sont quand même liés à la structure économique du capitalisme. Donc ces choses ne peuvent pas être séparées. Donc ce phénomène originaire, donc basé sur la valeur et le travail, a en certaine manière colonisé la société toute entière et a fini par imposer sa logique mortifère même à d'autres sphères de la vie, comme par exemple l'amour, l'amitié, la relation de communauté et la structure psychique des individus. Voilà pourquoi, pour moi, c'était important de lier le concept marxien de fétichisme de la marchandise au narcissisme au sens de Freud. Voilà, vous faites entrer la tradition psychanalytique aussi dans nos esprits cartésiens, Anselm Jaap. Pour en revenir au titre de cet ouvrage, qu'est-ce que vous appelez la société autophage? Comment s'auto-dévore-t-on? Et puis depuis quand? Pour comprendre, vous vous appuyez sur un mythe grec. Vous montrez que le processus en cours est déjà connu et entièrement contenu dans le mythe d'Érysicton, condamné pour avoir mal agi à ne jamais être rassasié. Aucun aliment ingurgité n'apaise sa faim. Appliqué, transposé à aujourd'hui au capitalisme, ça donne quoi, Anselm Jaap? Oui, ces mythes finalement assez peu connus m'a quand même frappé quand je l'ai rencontré parce qu'il semble avec anticipé de plus de 2000 ans sur la situation actuellement. Le capitalisme, donc uni à la technologie, a un pouvoir énorme sur le monde. Il y a donc une possibilité aussi de transformer la nature, de créer de la richesse. Il y aurait même la possibilité que tout le monde, tous les habitants de la Terre vivent assez bien avec peu de travail et même en polluant peu la Terre. Mais c'est le contraire qui arrive, comme dans une espèce de cauchemar ou de fable. Donc les pouvoirs de la société sont mis en marche. Plus il y a de la misère, et plus il y a aussi de destruction du milieu. Parce qu'on voit ce que le capitalisme poursuit. Ce n'est pas quelque chose de concret. Voilà pourquoi je dis que c'est la métaphore de la femme qu'on peut de certaine manière satisfaire en mangeant. Le capitalisme est voué à une recherche de l'illimité, à une multiplication de l'argent. Donc, le seul but du capitalisme, c'est de transformer 100 euros en 110 euros, ensuite en 120 euros, etc. Si on réalise cette augmentation, cette accumulation,
Si on la réalise en produisant des bombes ou des jouets, si on les fait en augmentant la production agricole, ou si au contraire on réalise ces profits en diminuant la production agricole, tout cela c'est tout à fait secondaire. Donc tout ce qui est important pour les êtres humains, de certaine manière, n'est qu'une espèce de dommage collatéral du point de vue du capitalisme. Et donc il n'a que cette espèce de boulimie abstraite, parce que finalement l'argent c'est quelque chose de complètement abstrait qui compte. Et donc finalement nous sommes en train de détruire le monde. Donc et on tente de satisfaire des besoins qui en vérité sont d'une nature de ne pouvoir jamais être satisfaits. Et là est aussi la véritable différence entre le capitalisme et les sociétés précédentes. Les sociétés pré-capitalistes pouvaient également connaître de l'exploitation, par exemple. Mais ce dynamisme destructeur, donc cette manie de tout jeter dans le chaudron de la valorisation, donc là c'est quelque chose de nouveau, que ce soit par rapport à la nature. Lorsque, par exemple, des ressources importantes sont détruites seulement pour des bénéfices industriels parfois très petits, ou pensons par exemple dans l'affaire des boues rouges qui sont rejetés dans la Méditerranée, ou dans d'autres domaines, le capitalisme détruit aussi des sphères humaines, par exemple en commercialisant, par exemple, le soin des gens âgés ou des enfants, parce que le capitalisme a besoin de trouver toujours des nouvelles sphères de placement du capital. Mais pour faire ça, il doit assujettir à la logique marchande des choses, des aspects de la vie humaine qui, en tant que tels, se prêtent très très mal à la logique marchande et surtout à la froideur humaine qu'elle comporte. Mais vous dites que ce système tourne en rond, que la croissance actuelle n'a pas de contenu propre. En même temps, on peut dire que tout ça a quand même une finalité, même si vous ne la trouvez pas juste et productive de sens. C'est quand même un enrichissement, c'est le progrès, il y a des finalités dans ce système. C'est difficile de voir les progrès. Par exemple, avec tous les moyens de transport qu'on a, finalement, on finit pour être toujours dans l'embouteillage et dérouler plus, comme déjà le disait Ivan Illich dans les années 70. Avec toutes les technologies de communication, il y a une solitude énorme qui s'exprime évidemment dans le fait que les personnes doivent, par exemple, recourir au site de rencontre pour encore trouver quelqu'un. Avec toute la possibilité productive que nous avons qui permettrait à tout le monde de vivre en travaillant peut-être 2 heures par jour, en vérité, il faut travailler plus que jamais avant, ou au contraire, ne travailler pas du tout, ça veut dire être exclu de la société. Donc, ce progrès, on peut peut-être le trouver dans certains éléments très petits. Moi, je pense que si on fait une espèce de bilan de ce que, surtout dans les dernières décennies, le capitalisme industriel nous a amené, je pense que le bilan est très largement négatif. Et tout cela encore sans considérer la facture catastrophique en termes de changement climatique et d'autres nuisances de l'environnement. Antoine Mercier. En acceptant ce que vous dites, il faut comprendre comment chaque personne est en quelque sorte dépend de ce système, croit en ce système, adhère à ce système pour qu'il puisse continuer, puisque s'il est ce que vous dites en réalité, il devrait depuis longtemps avoir été abandonné par les personnes qui devraient moins consommer ou rectifier leur position par rapport à la société. Or, ça veut dire qu'il y a une aliénation extrêmement grande que vous faites partir de votre livre, que vous racontez depuis Descartes, en passant par Kant, etc. Il y a tout un travail idéologique, selon vous, philosophique, qui a créé un individu, une forme individu, qui permet d'être comme ça soumis à cette logique capitaliste sans pouvoir finalement même avoir conscience du fait que nous sommes dans cette situation. Oui. Justement, mon analyse se distingue aussi de beaucoup d'autres discours tenus à gauche ou par le marxisme traditionnel, dans le sens, je ne crois pas qu'il y ait un sujet, ou comme on disait une fois, un sujet révolutionnaire des personnes qui sont vouées à être hors du système, qui vont s'opposer. C'était peut-être le cas dans les premiers temps, disons au XIXe siècle. Au moins au cours du XXe siècle, donc il y a donc les sujets, donc ce sont de plus en plus imprégnés de la même logique de la valeur du travail. Ils ont complètement intériorisé ces exigences et l'idée que le bonheur consiste dans le fait de se reproduire à travers le travail et acheter des marchandises de consommation. En même temps, là aussi, j'irai un peu plus loin de ceux qui parlent simplement d'une espèce d'idéologie, d'une espèce de lavage de cerveau.
Je pense, voilà pourquoi aussi je parle d'une espèce d'anthropogenèse régressive, de rupture anthropologique. Le capitalisme, effectivement, a pu faire tellement brèche, il a tellement pu conquérir aussi le cœur et le cerveau des personnes dans le monde entier, parce que évidemment, il fait aussi... il s'appuie aussi sur des tendances régressives qui peut-être font partie de l'être humain au monde depuis que la civilisation existe. Donc, les différentes cultures humaines ont développé au cours des derniers millénaires. Donc, des formes de culture, aussi de régulation des instincts, et aussi des formes, disons, de discipline intérieure qui ont créé ce que nous appelons aussi une culture humaine, aussi comme une culture intériorisée. Je pense une des reproches les plus fortes qu'il faut faire au capitalisme, c'est qu'il a aboli ou bradé souvent ces structures de civilisationnelles, simplement pour avoir un consommateur complètement flexible, un consommateur qui n'a plus de limites, qui n'a plus de valeurs et qui est prêt à tout simplement pour se prêter à ce jeu-là. En fait, on pense être des individus libres et autonomes, mais, nous dites-vous, on est des sujets sous contrainte. Le problème de l'individu contemporain, c'est qu'il veut tout. Il le veut tout de suite. On prend même plus le temps de désirer. On veut consommer sans limite. Et nous voilà, en quelque sorte, addicts, complètement dépendants. Et sans en avoir conscience. C'est ça le sujet fétichiste narcissique que vous développez là? Où est le fétichisme et où est la part de narcissisme? Oui. Alors aujourd'hui, donc, comme d'ailleurs d'autres ont déjà remarqué, nous sommes dans un régime de séduction qui a remplacé, disons, après 68, pour faire bref, le régime de répression. Et de certaine manière, c'est plus difficile à combattre. Une fois, donc, la figure typique était le maître qui frappe sur le doigt les élèves qui n'écoutent pas. Là, c'était facile de détester ce maître-là et peut-être même d'autres figures d'autorité. On pouvait se opposer. Aujourd'hui, par exemple, les professeurs d'école, en général, se posent d'une certaine manière comme des coachs de leurs élèves qui doivent leur aider à se former bien pour le marché du travail, seule possibilité pour accéder à la consommation. Donc là, il y a par exemple plus une limite vraiment très claire entre l'individu et le système que le contient. Donc là, et donc c'est beaucoup plus difficile à mettre en doute ou à critiquer un tel système qui apparemment ne veut que ton bien. Ensuite, si je parle de paradigme fétichiste narcissique, parce que je pense qu'il y a une espèce de parallélisme entre le fétichisme de la marchandise, tel que Marx l'analyse, qui signifie aussi donc que les marchandises n'ont pas de contenu propre, comme j'avais déjà dit, ce n'est que de la quantité du temps qui devient quantité d'argent. Et de l'autre côté, le narcissique au sens de Freud est un individu qui n'est pas dans son propre inconscient, n'a pas de véritable relation à l'objet, il ne reconnaît pas vraiment l'existence d'autres personnes et du monde qui l'entoure. Il vit toujours dans des fantasmes de fusion avec le monde. Il oscille entre une sensation d'impuissance, qui finalement est la continuation de sensation de la première enfance, et de l'autre côté, de rêve de toute puissance, par exemple technologique, ou même dans sa carrière professionnelle et d'autres. Et voilà pourquoi une des choses sur laquelle j'ai insisté dans les livres est le fait qu'on dit que le capitalisme classique, disons de la première moitié du XXe siècle, était très lié à des structures répressives, à la névrose, donc par les Freud, donc par exemple, à la renonciation à vivre ce désir. À partir des années 60-70, au contraire, donc la nouvelle phase du capitalisme, le capitalisme libéral, donc et à partie liée avec le narcissisme. Donc il y a un phénomène de libération, donc les individus ne doivent plus renier leurs désirs, et apparemment la vie est beaucoup plus amusante aujourd'hui, même dans la sphère du travail, mais tout cela en vérité ne constitue pas du tout une forme de liberté, mais au contraire, comme j'avais dit, une séduction qui efface les frontières. Invité de cette deuxième et dernière partie de la Grande Table aujourd'hui, mercredi 1er novembre, le philosophe allemand Anselm Japp. Il est 13h17 sur France Culture. France Culture. La Grande Table. Olivier Gesbert.
Mourir de faim au milieu de l'abondance, c'est bien la situation à laquelle nous conduit le capitalisme, écrivez-vous Anselm Yapp dans La société autophage, capitalisme, démesure et autodestruction, votre nouvel essai qui paraît aux éditions La Découverte. Ce système qui s'autodétruit, peut-on le modifier à travers à la fois nos capacités destructrices mais aussi notre génie technologique? Une autre voie de la pensée aujourd'hui, celle de l'anthropologue Paul Jorion, qui semble penser qu'on peut peut-être quand même faire quelque chose. Il publie aujourd'hui À quoi bon penser à l'heure du grand collapse chez Fayard. C'est vrai, tiens, à quoi bon? Il y a un élément dans le capitalisme qui est considérable pour la survie simplement de l'espèce, c'est le fait que ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les coûts pour la planète en tant que tels, ne sont pas tenus en compte. Ils ne sont pas calculés d'une manière quelconque et de manière générale, notre comptabilité ne permet pas d'en tenir compte. Or, ce qui se passe, c'est que la destruction continue en arrière-plan. Notre système, qui est un système dont on peut louer certains aspects, par exemple, comme le faisait Adam Smith avec la main visible, si chacun poursuit son intérêt égoïste, eh bien le système va marcher dans son ensemble. Il faut bien dire la chose suivante. Ce système, cette main visible, qui permet au système de marcher dans des conditions, je dirais, optimales, il n'empêche absolument pas l'extinction de l'humanité. Il n'a pas de frein à l'intérieur de lui-même. C'est un système qui continue à grossir et, comme on le voit, avec une concentration de la richesse. Alors, ce qu'il faut arriver à faire maintenant, si on ne se lance pas simplement, je dirais, dans une fuite en avant en disant, on abandonne cette planète, on va aller en coloniser d'autres ailleurs, on n'est absolument pas prêt, il faut bien le dire, pour le faire, et le système risque de s'écrouler entièrement avant que nous soyons prêts à aller coloniser d'autres mondes. Donc, il faudrait le modifier. Voilà, il ne donne pas de réponse, mais il soulève cette question, que faire? Et on va vous la poser, Anselm Yapp. Si l'histoire du capitalisme est la nôtre, qu'elle ne nous est pas extérieure, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible de la remplacer? Qu'on est condamné à assister impuissant à cette autodestruction, autodévoration? Non, pas du tout, parce que d'un côté, le capitalisme est seulement une des formes possibles de société, une des formes possibles de production. Donc, historiquement, on en a connu beaucoup d'autres formes. Peut-être des formes qui évidemment, avaient également leurs défauts. Il y avait peut-être certaines sociétés meilleures que les nôtres. Parfois, ils pouvaient être très limités dans l'espace et dans le temps. Mais cela démontre de toute manière la grande plasticité donc, de l'être humain, qu'elle n'existe pas une nature humaine fixe ou rigide. Donc, et de même que le capitalisme est venu au monde graduellement à partir du XVe siècle, maintenant se imposer sur la planète entière dans le XIXe siècle, il pourra aussi être dépassé à la faveur d'autres formes de société. Mais la question se pose un peu différemment. Pendant longtemps, la contestation du système capitaliste s'est basée sur une vision très dualiste. Il y a ceux qui étaient dans le système, qui ont profité, les dominants, et qui le défendaient bec et ongle, et tous les autres qui avaient intérêt à le renverser. Cela a donné même lieu à des visions du monde que je trouve extrêmement contestables, comme du genre nous sommes le 99%. De l'autre côté, donc cela veut aussi dire, il y a aussi quelque chose de positif, ça veut aussi dire, il y a aussi un véritable intérêt collectif à sortir de ce système-là. Par exemple, le changement climatique, qui est quand même une des conséquences majeures du capitalisme, justement de cette recherche effrénée du profit et de l'accumulation de la valeur. Le changement climatique, quand même, touche tout le monde. Et donc, il est aussi bien possible qu'on trouvera aussi une espèce de nouvelle distribution des cartes dans la question qui va contester le système actuel. Et surtout, il n'y a aucune contradiction entre l'aspect collectif et politique et l'aspect personnel, parce que, d'une certaine manière, se opposer même partiellement à la logique mortifère du narcissisme et du fétichisme, ça commence aussi dans la vie de tous les jours de tous les individus. Je pense, par exemple, on peut aussi choisir de ne pas être connecté tout le temps, par exemple de refuser cette idée d'une espèce de communication illimitée. On peut aussi refuser d'être tout le temps des cibles des publicités tandis qu'on marche dans la rue. Je pense qu'aucune solution n'est suffisante en tant que telle, ni une solution purement individuelle, ni une solution purement politique et collective. Donc, mais là, c'est aussi l'effet positif qu'actuellement, en vérité, nous aurons à peu près tous ou presque un intérêt objectif à sortir de ce système.
Voilà, intérêt objectif, mais pour l'instant, on n'en voit pas vraiment la sortie. Et plus ça va, plus cette aliénation peut-être s'accroît. Je voudrais vous proposer une solution, parce que, en partant de votre propre constat, parce que vous dites le capitalisme se caractérise par le fait qu'il n'y a pas de limite. Maintenant, il y a une séduction qui efface les frontières, que le narcissique finalement se coupe du monde, à la fois dans son impuissance et dans sa croyance, dans la toute-puissance. Donc, on a le sentiment qu'il y a un problème avec l'extériorité, ce qu'on appelle généralement l'altérité. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors de quelle manière, c'est une autre question, mais d'après votre diagnostic même, proposer le retour d'une forme d'extériorité, d'altérité, et sous quelle forme cela pourrait-il se faire? Mais il y a par exemple aujourd'hui une conscience toute nouvelle, par exemple par rapport aux enjeux de l'environnement. Par exemple, qui aurait entendu parler il y a 20 ans du Roundup, par exemple, de la Monsanto. Aujourd'hui, même le gouvernement Macron se voit à peu près contraint à voter contre par exemple les nouveaux mandats d'exploitation de ces produits. Il y a quand même malgré tout une certaine opinion politique qui commence à être sensible à certains aspects. Ce qui est pour moi important de voir que toutes ces différentes choses, que ce soit par exemple dans la question du logement, dont on venait de parler avant, ou que ce soit dans l'écologie, qu'en vérité, ce qui relie aussi ces différents aspects de la société, c'est la question de ce que j'appellerais une dictature de l'économie. D'une certaine manière, on est chaque fois face à des exigences économiques qui n'ont absolument rien de naturel, qui sont des exigences créées par l'être humain, mais qui ont échappé à son contrôle. Et voilà ce que Marx appelle le fétichisme. Mais ça veut aussi dire qu'on peut retourner la situation. Donc, en vérité, il y a peu de problèmes aujourd'hui qui ne soient pas d'origine sociale. Et ça veut dire il est au moins en principe possible d'en sortir. Donc, nous ne sommes pas dans la situation, par exemple, de mauvaise récolte au Moyen-Âge où on ne pouvait effectivement presque rien faire. Donnez-nous trois conseils, par exemple, individuellement, pour qu'on se sente concerné par cette sortie, qu'il faudrait mettre en œuvre? Personnellement, comme ça, spontanément, je dirais quand même de limiter le plus possible de l'usage des technologies dans sa propre vie et aussi de regagner une certaine autonomie, que ce soit l'autonomie des marchés au lieu de faire chaque pas en voiture, l'autonomie de savoir parler avec des gens plutôt que de communiquer seulement à travers le smartphone. Je dirais surtout de sauver les enfants par rapport à cette invasion de technologie, c'est une autre et aussi de sauver la possibilité d'un imaginaire, donc qui ne soit pas un imaginaire produit simplement comme une marchandise et distribué donc à travers la technologie. Et je dirais aussi de ne pas se sacrifier, de ne pas perdre sa vie à la gagner. Donc évidemment, on ne peut pas se dérober tout d'un coup à cette société du travail, mais on peut quand même se limiter au minimum. Et est-ce que vous pensez que dans cette grande et vaste pulsion de mort du capitalisme que vous constatez, il y a un début de pulsion de vie, c'est-à-dire tout ce que vous nous expliquez comme exemple un peu concret de ce qu'on pourrait faire pour tenter de changer les choses? Est-ce que vous sentez un début de frémissement sur ces questions-là? Est-ce qu'on a envie de remettre de la vie dans cet environnement autodestructeur? Oui, il y a quand même une nouvelle conscience aussi par rapport aux souffrances qui créent la dictature de l'économie. On parle aujourd'hui beaucoup de souffrances de travail, on en parle aujourd'hui. Avant, c'était quelque chose qu'il fallait supporter virilement. On parle quand même il y a comme d'autres exigences aujourd'hui, par exemple, par rapport à la nourriture. Il y a quand même aussi une autre vue sur la ville. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont effectivement la sensation que les choses vont mal et surtout qu'il ne s'agit pas simplement d'une redistribution quantitative. Bien sûr, la question par exemple du salaire, de retraite, etc. reste toujours très importante, mais il y a quand même une espèce de conscience au moins vague que le bonheur ne consiste pas simplement dans le fait d'avoir à sa disposition une somme majeure d'argent. Il faut quand même nous convaincre qu'en travaillant 2 heures par jour, tout le monde s'en sortirait très bien. Ce qui est évidemment un peu loin de la conception qu'on a généralement. Oui, moi je pense là, même là, en vérité, il ne s'agirait pas tellement de travailler moins, mais surtout de changer complètement la définition de qu'est-ce que c'est l'activité. En vérité, plutôt que de limiter un travail qui reste toujours déplaisant à très peu de temps, je pense qu'il faudrait retrouver une dimension où d'abord on produit beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui je pense que 80% de ce qu'on produit dans le monde est inutile ou nocif.
Et que pour le reste, je pense qu'on récupère aussi une forte dimension artisanale ou d'agriculture, et ça ne peut faire du bien. Par exemple, donc pour moi, personnellement, je n'ai pas du tout l'idée d'une espèce de paradis technologique où les machines travaillent simplement à notre place. Donc je ne suis pas à la faveur d'un droit à la paresse dans ce sens-là. Mais par exemple, lorsque par exemple on travaille son jardin, là c'est un travail qui peut être dur, c'est fatigant. En même temps, ça fait du plaisir. On n'a pas envie de terminer même le plus tôt possible. Donc il existe la possibilité aussi de dépasser cette distinction entre la sphère du travail et du non-travail, historiquement. Anselm Jaap, ce livre, c'est assurément un pavé jeté dans le jardin de la pensée critique, mais est-ce que ça fait aussi pour vous un projet politique, cette réflexion? C'est sûr que ce genre de changements ne peuvent absolument plus prendre la forme d'une partie politique, des élections et d'autres, parce que ce que nous appelons aujourd'hui la politique est vraiment complètement dépendant de la poursuite de la valorisation de l'argent. Et donc voilà pourquoi il serait inutile, par exemple, de vouloir aller au gouvernement quelque part. Il faudrait politique, seulement dans le sens très large, je dirais, par exemple, de soustraire des pans de la reproduction sociale au même temps à l'État et au marché. Donc l'État et le marché ne sont pas du tout en opposition, ce sont les deux monstres d'une certaine manière qui nous gouvernent. Et donc je sympathise quand même donc avec des gens qui, par exemple, sont retournés à la campagne et qui tentent de fonder, par exemple, des communautés aussi basées donc sur une autoproduction. Donc ce ne peut pas être la solution pour tout le monde, mais c'est déjà une part. Merci beaucoup. Merci Anselm Jaap. La société autophage, votre nouvel essai, vient de paraître aux éditions La Découverte.